Alright, bonjour tout le monde, bienvenue à Pris en quarantaine, le podcast où je reçois des gens qui m'inspirent de tous les sphères de l'univers. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alexis Lepage, probablement notre Yann Frodino du Québec. Est-ce que c'est un honneur? C'est un honneur. Est-ce que je suis capable de l'honorer? Possiblement pas, mais bon. Oui, tu me niaises, là. T'es littéralement notre Yann Frodino du Québec. Un peu plus jeune, mais t'aspires à être aux Olympiques en triathlon. Tu as le même gabarit que Yann Frodino. En plus, tu as un look Yann Frodino. Tu y ressembles un peu. Fait que tu vas absolument tout péter comme Yann Frodino. Je suis pas mal sûr. Je le souhaite. Hein? Je le souhaite, ouais. C'est sûr que lui, il est un petit peu plus vieux, puis il est parti c'est Ironman longue distance classique. Là. Toi, j'imagine qu'éventuellement, ça serait peut-être un de tes objectifs, je ne sais pas. Éventuellement, possiblement, j'aimerais en faire. C'est sûr que j'aimerais plus toucher à 70,3 en premier. Évidemment. Mais de là à me dire, est-ce que je veux être pro en 73 ou en Ironman, ça reste encore à voir. Je pense que j'ai encore une longue carrière devant moi. Donc, je ne veux pas me dire un oui, je ne veux pas me dire un non. C'est des peut-être. Puis, je vais espérer juste être en santé puis bien performer en ITU. Puis après ça, on va voir où le vent me mène. C'est ça, là, je pense qu'habituellement, c'est ce qui arrive. C'est un peu comme la course à pied. Hein. La course à pied, mettons, on commence sur les circuits mondiaux, courte distance, puis là, tranquillement, les athlètes s'en vont de plus en plus long. Puis plus on est vieux, plus on est performant dans les longues distances. Fait que, possiblement qu'un jour, tu vas te ramasser là, puis on va être les premiers sur la ligne. Ben, en fait, nos yeux rivés sur la télé pour t'encourager. Hey, Alexis, le sport est quand même dominant dans ta vie. Tu es venu d'une famille assez sportive, ton père, ta sœur. Peux-tu me parler un petit peu de ta vie familiale en tant que sport? Oui, ben mon petit papa d'amour, lui, il faisait du ski de fond beaucoup quand il était jeune, puis il a switché vers l'aviron dans son adolescence, puis il était quand même dans l'équipe nationale, c'était quand même un bon athlète. Puis ben, il a décidé de laisser tomber l'aviron pour se partir en business dans sa vingtaine. Donc, on a un petit bagage sportif de lui. Donc, je pense qu'à 3 ans, il nous mettait sur les skis de fond pour qu'on aille en faire. Donc, on a toujours été actifs. Puis ma soeur, elle, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est nageuse synchronisée. Avant, elle était dans l'équipe nationale junior. Puis, depuis, en fait, elle travaille sur des bateaux de croisière comme nageuse synchronisée. Donc, elle était sur le Oasis of the Seas pendant plusieurs années. Ah, ouais. Puis, au Cirque du Soleil aussi, le spectacle O à Las Vegas. Donc, je suis allé la voir il y a quelques mois, avant la pandémie. Ouais. À Las Vegas, justement, pour voir son show. Donc, c'est vraiment un super beau show. Là. Honnêtement, je le recommande quand ça va réouvrir, en espérant que ce soit en plus en main québécoise, le beau Cirque du Soleil. Donc, voilà. Ah, ouais. Je savais que ta sœur avait été sur l'équipe nationale en nage synchronisé, mais je pensais pas qu'elle était rendue dans le monde du cirque. Là. Ouais. C'est quand même un. Y a-tu beaucoup d'athlètes dans cette sphère-là qui se ramasseraient, mettons, au cirque, dans un cirque? En nage synchronisé, il y a quand même plusieurs athlètes qui réussissent à passer, par exemple, d'une équipe nationale ou d'une équipe développement à le Cirque du Soleil. Mais souvent, il y a comme une grosse différence entre être nageur synchronisé puis aller au Cirque du Soleil. C'est que ta vie est juste complètement différente. Il y en a un, tu t'entraînes pour être le meilleur possible à faire une chorégraphie X pour gagner des médailles, alors que l'autre, c'est pour vraiment gagner ta vie de façon, sur le long terme. Fait que, il y a des filles qui nagent avec ma soeur au Cirque du Soleil qui doivent avoir 40, 45 ans, qui ont des enfants, qui font ça depuis 20 ans. Ouais, peut-être pas 20 ans, mais plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Donc, il y en a qui c'est comme une profession, alors que l'autre, c'est comme tu peux pas faire de la compétition de nage synchronisé toute ta vie parce que ton corps va être trop magané. Ah, ouais. Ah, j'aurais cru le contraire. Vu que tu es dans l'eau, il n'y a pas d'impact.
Moi, la course à pied, issue de la course à pied, mon Dieu, c'est tellement taxant pour le corps. Fait que j'aurais cru le contraire. Tu es dans l'eau, tu pourrais faire ça assez longtemps. Là, Ben, tu peux faire ça assez longtemps, mais là, après ça, c'est un peu comme la gymnastique, je dirais. Tu en as quelques-unes qui vont y aller vraiment longtemps, mais au final, ton corps, il faut tout le temps que tu sois flexible, il faut tout le temps que tu sois. Totalement. C'est quand même demandant aussi comme sport parce que tu dois être, je sais pas, 3 minutes sous l'eau à avoir une ou deux respirations, puis en faisant des mouvements super brusques. Donc, je pense que sur le long terme, c'est pas nécessairement un sport que les nageuses font passer 30 ans, mettons. Alors qu'au Cirque du Soleil, il y en a plusieurs, même si c'est pas la grande majorité qui ont en haut de 30 ans. Ah ouais, eh bien, c'est intéressant. Rares sont les personnes où est-ce que tu te rends compte qui font partie d'un cirque ou qui, c'est un monde qui est un peu mystérieux. Pas grand monde qui sait ce qui se passe à l'intérieur des athlètes de cirque. Puis ça reste des athlètes, entre guillemets. Oui, non, effectivement. Ils ont des entraînements à faire à chaque jour, mais c'est pas la même structure que être dans l'équipe nationale, que là, tu dois t'entraîner par exemple, une heure de l'après-midi jusqu'à 7 heures à tous les jours, puis que là, tu te fais driller comme à l'armée. Comme à l'armée, exactement. Ouais. Et tu me parlais de ton père. Ben là tu es à l'Université Laval, tu étudies en admin, si je ne me trompe pas, puis tu fais une maîtrise en développement des personnes et des organisations. Oh, ouais. C'est-à-dire? Dans le fond, gérer une entreprise, gérer une organisation, gérer des employés. C'est ce que je veux faire plus tard. Donc là, c'est vraiment plus en développement organisationnel, donc puis développement du personnel en tant que tel, donc gestion de crise, puis c'est ça. Parce que tu as une fibre entrepreneuriale, si je ne me trompe pas. Tu es quelqu'un qui a envie d'avoir une business plus tard. Puis comme tu disais, ton père, lui, il est en affaires. Qu'est-ce qu'il fait, ton père? En fait, mon père a eu plusieurs entreprises dans sa vie. Puis là, depuis quand même quelques années, je ne sais pas combien de temps, mais il travaille pour les feux CLD, donc les centres locaux de développement. Maintenant, c'est rendu investissement, développement Gatineau. Donc, lui, c'est le directeur général de cette organisation-là qui aide à partir des entreprises, à les maintenir, à les croître. Puis, dans le fond, c'est ça. Donc, il y a une bonne fibre entrepreneuriale. Puis, il te l'a transmis tout comme le sport. Là. En quelque sorte, j'espère avoir des entreprises florissantes éventuellement. En ce moment, c'est plus axé sur le sport, mais on a des beaux projets, ma conjointe et moi. Donc, peux-tu m'en parler un peu ou c'est off the record? Là? On n'a pas le droit d'en parler encore? En ce moment, on s'est fait construire un bloc appartement près de l'Université Laval, justement. Donc, on a un peu d'immobilier, puis on aimerait continuer à croître ça. C'est sûr qu'avoir une société immobilière, c'est intéressant. C'est le fun. C'est intéressant. Surtout la construction en tant que telle, je trouve qu'il y a quand même un aspect de création derrière qui est un peu challengeant. Tu dois parler à la ville, t'assurer que le zonage de ton terrain, il respecte ce que toi tu veux faire. C'est que ça fonctionne avec les chiffres pour que ce soit le plus rentable possible, mais que il y a quand même beaucoup aussi de création associée à ça. Puis c'est ce que j'aime surtout de l'immobilier. Donc, moi, de mon côté, ce serait plus toujours du neuf que j'aimerais faire plutôt qu'acheter puis rénover. Déjà existant puis rénover. Ouais. Ah ouais. Eh bien, je vais te souhaiter bon succès là-dedans. C'est sûr que, encore une fois, je suis sûr que tu vas exceller et tu vas arriver à tes fins. Ça, c'est sûr et certain. J'en suis c'est écrit dans le ciel. Merci beaucoup. Il faut toujours être bien entouré. Ah, ça, c'est vrai. OK. On parle un peu de ta carrière. Je vais faire un petit pedigree. Commonwealth Games en 2018, tu es arrivé 13e. ITU, relais mix, championnat du monde, tu es arrivé en 2017 5e, 2015 16e. La grande finale de l'ITU en 2016 26e. Et plus précisément, dernièrement, en Chine, à Chengdu, tu es arrivé 3e au Super Sprint. Super Sprint en triathlon, ça doit gonner, hein? Ça doit faire mal. Ça fait mal, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je trouve que c'est des distances qui sont courtes, mais qui sont intenses. Puis
on dirait que j'ai comme une bonne fibre rapide. Donc, ça me permet souvent de bien performer sur ce genre de distance-là ou dans des relais, justement. Donc, dans des relais, c'est à peu près les mêmes distances. Donc, on dirait que j'aime bien faire ce genre de discipline-là. Donc, au Jeux panaméricains cette année, on a quand même Charles Paquette, qui vit à Québec, et moi, on a quand même réussi à bien gérer nos relais, puis finir avec une deuxième place. Donc, on était super contents. C'est un peu la même chose à la Coupe du monde en Chine, où la qualification était sur format sprint. Le lendemain, c'était super sprint. Puis là, on dirait que le format super sprint me convenait amplement. Tu peux-tu me dire un peu, pour ceux qui écoutent Super Sprint dans le triathlon, c'est quoi les distances? C'est environ 350 mètres de natation, 10 km de vélo, puis 2 km de course. Puis le pace, ça ressemble à quoi? Mettons en nage au 100. Ça doit être environ 1 minute 2 du 100 mètres. En vélo, c'est quand même dur à dire, mais je pense qu'on était à 48 de moyenne. Puis en course à pied, c'est alentour de 2,40 du kilomètre. Est-ce que vous avez le droit de drafter Ouais. en bike? Ah ouais? Même Donc, si vous êtes un petit groupe, ça draft pareil? Ça draft pareil. Donc, par exemple, en Chine, on était un petit groupe à l'avant qui était pas nécessairement en échappée, mais on est sortis les premiers de l'eau, puis on s'est bien organisé en vélo. Donc, ça roulait super bien ensemble. Alors qu'à l'arrière, il y avait un gros peloton, mais il était désorganisé. Donc, nous, on a réussi à prendre du temps sur le peloton. Ah ouais. Puis dis donc, c'est une question, tantôt, je te comparais un peu à Yann Frodino. Est-ce que la taille en triathlon, parce que si je ne me trompe pas, tu es comme 6'3", t'es grand, là. 6'4", ouais. 6'4", est-ce que ça t'avantage en termes de triathlon, la taille? Je pense pas que ça m'avantage nécessairement, mais je pense pas que ça me désavantage tant que ça non plus. Donc, ce qui est surtout important, c'est d'avoir un bon contrôle de ton corps dans les 3 disciplines. Puis c'est surtout la musculation qui va impacter ça au final. Donc, on a tous des lacunes différentes dans différents sports. Puis Totalement. je pense qu'au final, la grandeur a un impact qui est très modéré versus ce que tu peux faire en gym pour justement essayer d'améliorer tes points faibles puis maîtriser encore plus tes points forts. Donc, Clairement. OK. Justement, en termes d'entraînement, ton volume d'entraînement dans les 3 disciplines, ça ressemblera à quoi? ben là, actuellement, en mode COVID, c'est un peu plus compliqué de nager. Totalement. En général, ça ressemble environ à, je dirais, 20-25 km de natation par semaine. Peut-être un peu moins. Ça dépend parce que je suis quand même un bon nageur, donc j'ai besoin de moins nager que les gens à l'habitude. OK. Sinon, en vélo, je dirais environ une 12aine d'heures de vélo par semaine. Puis en course à pied, environ 80. Donc, on ne touche pas des gros. On ne va pas dans l'excès. Donc, on essaie vraiment d'être plus Spécifique. modéré dans les 3 sports. Puis, on ajoute aussi à ça 3 musculations par semaine, plus un gainage ou 2. Donc, au final, ça fait des semaines d'environ entre 20 et 25 heures par semaine. Des fois, on va au-dessus, des fois, on va un peu en bas, mais en général, c'est environ 20-25 heures. Puis j'imagine que c'est surtout axé, comme je disais, sur, oui, du volume, parce que 80 kilos de course, exemple, par semaine, ça reste quand même un volume considérable. J'imagine que tu y vas le plus dans le spécifique, intervalle long, intervalle court, justement, parce que tes distances sont plus courtes en compétition. Fait que ce que tu veux, c'est gonner le plus, y aller à bloc puis gonner le plus fort possible. Fait que j'imagine que tu es plus dans le mode intervalle. Oui, Quand tu t'entraînes. exactement. Ouais. Donc, c'est rare qu'on a des entraînements, par exemple, de vélo, que c'est juste partir 4 heures en vélo, puis on a tout le temps des spécifications à faire. Par exemple, OK, ben là, tu vas rouler 2 heures, mais dans 2 heures, il faut que tu aies une cadence mettons, de 100 à 110 RPM, puis des watts, par exemple. 330 à 430, Exactement. mettons. Okay. Tout le temps dans ce barème-là. Puis sinon, ben,
on a vraiment souvent des entraînements, encore une fois en vélo, que c'est musculaire. Fait on va faire, mettons, 6 Des fois côtes. 4 minutes en côte avec 50 RPM juste pour forcer puis ne pas utiliser ton haut du corps, juste rester sur ta selle puis Oui. essayer de développer un peu plus tes muscles de cycliste en tant que tel. Mhm. Puis ben, course à pied, ça varie vraiment en fonction de quand sont nos compétitions. Donc en ce moment, honnêtement, je fais un tempo par semaine. Le reste, c'est tout easy. Parce que là, en ce Sinon, moment, c'est pas nécessaire à cause du COVID. Tu n'as pas exactement. besoin de faire Ouais, la grosse intensité. Tu es c'est plus ça. en mode volume, tranquille. Puis quand les Exact. compétitions repartent, là, tu rembarques sur le spécifique. Justement, pas de blessés. Oui, exactement. Puis ça sert à rien d'être super en forme maintenant. Non. Parce que tu ne sais même pas quand tu vas courser la prochaine fois. Donc, au final, nous, en ce moment, on essaie de travailler sur plus mon vélo pour justement être en mesure de mieux courir aussi après le vélo. Donc, c'était un de mes points faibles. Puis là, on essaie de travailler là-dessus. Parlant de vélo, je me prends comme exemple. L'autre jour, je suis parti, j'ai été faire 33 kilos avec 500 ou presque 600 mètres de dénivelé positif. Fait que je suis parti chemin Saint-Louis à Québec. Fait que là, j'ai monté des côtes 2 fois, chaque côte de chemin Saint-Louis 2 fois. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que les pros, eux autres, quand ils s'entraînent en côte, ils restent sa grosse gear en avant ou ils descendent sa petite gear? Tu sais, j'étais là, parce que si je descends sa petite gear, là, j'étais un faible. Non, honnêtement, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire comme entraînement. Mais si j'ai juste à monter des côtes pour monter des côtes, je vais le mettre sur la petite gear, c'est sûr. Ah ouais, OK. Bon, ben, Faut c'est le bien, donner au maximum. Là, donc, bien noté. si tu veux faire du développement musculaire, OK, vas-y, mets-toi sur le gros plateau puis essaie de pousser. Mais au final, si ton but c'est juste de faire une sortie avec du dénivelé, t'es mieux d'avoir une bonne fréquence puis de monter la côte correctement. Bien dit. Fait que, dans le fond, ce que j'aurais dû faire, c'est que là, je me levais. En fait, je commençais à côte, assis. Puis là, à un moment donné, c'est la grosse gear, tu peux plus. Il y a des côtes qui ont quoi, genre 16% là, sur chemin Ouais, Saint-Louis, 15% il des fois. Là. y en a assez Puis intense. à un moment donné, il fallait que je me lève. Là, puis là j'étais là, ah non, je vais pas rester sur la grosse gear. Moi, j'ai de l'orgueil. Là, mais OK, parfait, je vais descendre sur la petite. D'après moi, Tu me montreras ça. c'est bon. Tu me montreras ça un jour. En termes de natation, comment tu fais pour t'entraîner en vitesse dans l'eau? Travailler ta technique? Honnêtement, en vitesse, c'est un peu compliqué parce que c'est très, très difficile de bien nager quand tu veux faire un 25 qui est vraiment rapide. Parce qu'au final, tu essaies d'avoir une fréquence la plus élevée possible. Puis là, tu sais pas si tu catches vraiment beaucoup d'eau ou pas. C'est souvent juste la pratique, honnêtement, qui va aider. Puis moi, de mon côté, je trouve que faire un peu de palette, de plaquettes ou palettes, Ouais. comment les gens l'appellent, avant de faire des intervalles spécifiques vitesse, ben, ça m'aide à avoir une meilleure traction dans l'eau. Ah ouais? Et un meilleur feeling de l'eau, mais ça, c'est un truc personnel. Donc, monsieur, Tu madame, tout le vois? monde, c'est peut-être pas la même chose. Là. Parce que je pensais, travailler avec les plaquettes, je me suis dit, quand tu arrives en compétition, puis là, tu as travaillé avec des plaquettes, il me semble que au contraire, je me serais dit, ben là, je veux travailler le plus possible avec mes mains au naturel dans l'eau pour justement avoir un meilleur feeling. Mais là, plus que je regarde des vidéos, parce que moi, je suis tranquillement, je m'enligne vers des triathlons, puis je veux essayer, puis je veux voir ce que c'est. Puis je commence à faire plus de bike, puis nager un petit peu plus, puis là, ça commence à m'intéresser pas mal. Fait que là, je regarde ça, les plaques, puis je suis là, ouais, mais c'est un peu comme tricher dans un sens, là, tu sais. Qu'est-ce qui arrive quand tu arrives dans l'eau, en eau vive, à main nue, puis là, ben, t'as plus d'aide. C'est un peu comme en vélo. Si tu décides de faire des entraînements de basse, de bas RPM pour avoir une cadence vraiment moins élevée pour travailler tes muscles, ben, ça va être un petit peu le même principe dans le sens où tu t'améliores tes muscles spécifiquement au sport que tu fais pour être en mesure de mieux les utiliser à une fréquence plus normale. Là. Donc, c'est un peu la même chose au final. OK. Ah, bon. Encore une fois, je prends des notes parce que
M'a dire, je serai jamais à ton niveau, mais je vais avoir du fun, fait que je vais m'essayer. C'est comme un course à pied au final, tu sais, si ton but c'est de faire des marathons, puis la plupart des marathons sont assez plats, il y a quand même un gain que tu peux avoir à aller faire des côtes en course à pied. Tout à fait. Fait que c'est un peu le même principe. Beau parallèle. Parle-moi donc de tes inspirations un peu. Simon Whitfield, un triathlonien canadien qui a gagné l'or en 2000. Évidemment, ta soeur, ta famille. Simon Whitfield, c'est the top. C'est celui que tu t'admires le plus? Assurément, il y a quelques années, c'est lui que j'admirais le plus. Je l'admire toujours, c'est incroyable ce qu'il a fait. Mais là, il faut aussi que je m'enligne vers des gens un peu plus actuels comme Frodeno. Donc, je pense que Frodeno, c'est quand même un athlète qui est incroyable, qu'il a de la classe, tant Totalement. au niveau de sa personnalité que sa gesture. Donc, je pense qu'en ce moment, c'est plus sur lui que j'aurais un man crush en triathlon. Je t'avouerais que moi aussi, Yann Frodeno, c'est quand même mon man crush ces temps-ci. Je trouve qu'il y a une prestance. Je trouve qu'il y a... Puis en plus d'être un bon athlète, il se présente bien, mais c'est un gars qui a l'air à jamais fatigué. Il est jamais cassé. Ouais, c'est fou raide. Ça, c'est la beauté du marketing et des réseaux sociaux ces temps-ci. Je peux te garantir qu'il est souvent cassé, bien fatigué. Oh, ouais, c'est sûr. Mais ouais, tu sais, c'est beau ce qu'il projette, puis au final, il projette une image parfaite en permanence. Clairement. Un peu avec son marketing, puis on dirait que tout ce qu'il a comme commanditaire aussi, c'est tout le temps, on dirait, très, très classe. Tu sais, Mercedes, je sais plus c'est quoi la compagnie de montre, mais c'est tout le temps beau ce qu'il y a. Donc, il y a un peu le style. Oh, je m'entends en background. Excusez, guys. Je vais parler moins fort. Il y a un peu on dirait qu'il apporte un peu du prestige de golf dans le triathlon. Ouais, je dirais un mix de golf et tennis dans le triathlon. Totalement. Ce qui fait en sorte que c'est comme si notre sport prenait de la valeur à cause de lui. Ce qui est bien au final quand même. Ben, ce qui est bien au final, parce que ça va sûrement attirer d'autres styles de commanditaires, ce qui va faire en sorte que le sport va grossir. Plus qu'il y a d'argent injecté dans le sport, plus qu'il y a d'athlètes qui peuvent performer, plus que c'est de même que ça grossit, veut pas. Oui, exactement. Il y en a un autre qui est très présent ces temps-ci, tant qu'être d'un gros nom, Lionel Sanders. Ouais. Lionel Sanders, c'est parti pour lui. Là. C'est sûr que là, il s'est grillé comment il s'appelle, un gars qui fait des vidéos YouTube, là, Talbot Cox. Ouais. Il s'est grillé de Talbot Cox. Puis là, tout d'un coup, là, on le voit. Là, on le voit partout. Il fait des KOM. Il explose le cyclisme. Là, même dans les compétitions sur, comment tu appelles ça, sur Zwift, il pète des gars. Il pète des gars des pros sur le tour. Là, c'est assez hot. Là. Oui, ben, honnêtement, lui, ses ratios poids-puissance sont assez durs à battre. Je donnerais pas cher de sa peau sur un Tour de France parce que sa technique en tant que telle, il y a quand même une cadence qui est vraiment très, très musculaire. Donc, sur un Tour de France, je ne donnerais pas nécessairement cher de sa peau, mais je serais curieux de voir un contre-la-montre, par exemple, contre d'autres gars sur une course. Mais encore là, il faudrait qu'il travaille encore quelques points techniques et aérodynamiques pour ça. Mais sur Zwift, honnêtement, c'est un gars qui est assez dur à battre. Là. Son poids puissance, comme tu dis, est assez impressionnant. Quand tu le check rouler, c'est comme si il est avancé sur sa selle, mais il pousse. Il pousse avec tout son corps d'un côté et de l'autre. Je pense que ça l'avantage beaucoup. En plus, il y a des jambons probablement gros comme mon thorax. Là, ça l'avantage beaucoup, mais ça le désavantage beaucoup aussi. Dans quel sens? Au niveau aérodynamique, c'est probablement moins efficace. C'est dans les techniques les moins efficaces pour avancer vite, là, de tout le temps bouger, puis d'avoir un mouvement comme ça. Je comprends.
sa puissance vient justement l'aider grandement. Donc, c'est vraiment un juste milieu. Si il était un petit peu moins puissant, mais il avait une très, très bonne aérodynamisme, honnêtement, il serait dur, très, très, très dur à battre. C'est vrai. Il serait peut-être le Cameron Wharf du cyclisme Possiblement. dans les longues distances. Là, Ouais. mais versus Yann Frodeno, est-ce que lui, comme on disait tantôt, super slick, il est beau à regarder, il est tout le temps bien aérodynamique, il a l'air à pas forcer, tout le temps bien placé sur son bike. Comme on disait tantôt, il branle pas d'un côté et de l'autre. C'est magnifique à voir. Oui, très, très beau à voir. Puis il analyse très bien aussi ses courses pour être en mesure d'être le plus efficace possible tout au long de la course. Donc, lui, son but, c'est pas de pousser le plus de watts possible, mais c'est de faire le meilleur temps possible. Puis des fois, c'est pas en poussant le plus de watts que tu vas arriver en avant en premier. C'est vraiment un mix de bien analyser la course, bien analyser sa technique, où tu dois pousser, où tu dois te reposer, où tu dois prendre de l'eau. Tu sais, c'est vraiment... Puis on dirait que lui, il contrôle tous ces aspects-là sans nécessairement avoir à se défoncer les jambes en vélo puis après ça, puis être capable de courir. Clairement, parce que veux pas, les gars, après 180 kilos de bike, sont capables de se taper un marathon en 2h36, 2h40. C'est quelque chose. Là. C'est quelque chose. Tu sais, Dieu sait que quand tu débarques du bike et tu es probablement le premier à pouvoir en témoigner, tu dois avoir les jambes assez lourdes. Là, tu sais. Même après une courte distance que tu as tout donné, tes jambes doivent être assez fatiguées. Oui, ben en fait, souvent quand tu contrôles la course, donc quand tu es en tête, comme c'est toi qui contrôles la course, généralement tes jambes sont un peu moins fatiguées que quand tu subis. Donc lui, souvent, c'est ça qu'il fait, c'est qu'il essaie de contrôler la course, d'être tout le temps en avant, à l'avant-plan, tu sais, dans les 2-3 premiers pour justement essayer de contrôler la course, puis de ne pas avoir à dépasser une ligne imaginaire, mais la ligne rouge. Donc, si tu fais ça, normalement, tu es capable de faire subir aux autres et non pas subir la course. Donc, ça aide quand même aussi à avoir des jambes un peu plus fraîches. Tu vois, j'aurais pensé un peu le contraire, encore une fois. Comme tantôt, on parlait de se faire drafter par d'autres cyclistes. Mettons, vous êtes un pack de 3-4 personnes. Oui, vous contrôlez la course, mais moi, j'aurais eu tendance à dire, OK, je vais m'installer un peu à l'arrière pour me sauver des pattes, tandis qu'à l'avant, c'est toi qui a le vent de face, c'est toi qui mène c'est toi qui mène la gang. J'aurais dit le contraire, justement. Oui, ben encore là, si je prends par exemple l'an passé à Kona, quand Frodeno a gagné, il était un petit groupe à l'avant. C'est probablement lui qui contrôlait le groupe en tant que tel. Donc, il passait en avant de temps en temps, probablement moins souvent que les autres, mais c'est lui qui dictait quand même le pace au final pour garder leur avance. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est lui qui est capable d'analyser, de, de se projeter avec les autres, puis de dire, OK, ben là, les gars, on est capable, on va juste faire à chaque 6 minutes, on va s'alterner en avant sans nécessairement drafter, parce que t'as pas le droit. On sait tous que, en tout cas, c'est un peu compliqué le draftage en Ironman, mais c'est ça, tu sais, ils s'entraident tous, puis c'est souvent lui le leader de ces groupes-là pour justement arriver à être assez frais pour courir puis gagner une course. Puis, pas à plus petite échelle, mais mettons dans tes disciplines, comment c'était courir aux côtés des gars comme Vincent? Tu sais, Vincent Louis, as-tu déjà couru avec lui ou aux côtés de lui? Ouais, ben, j'ai pas couru très longtemps à côté de lui, je te dirais. Mais non, c'est super enrichissant de courir avec des gars comme Vincent Louis ou Ben Canute. ou Ben Canute ou il y en a une tonne. Donc, Hauser. Exactement. C'est toujours agréable, mais en même temps, ça fait si mal parce qu'ils sont tellement bons. Il faut que je m'améliore en course à pied et en vélo, c'est sûr à 100%, mais je travaille vers ça. C'est quoi que les gars ils font de différent, eux autres? Comment est-ce que, tu sais, exemple, Blumenfeld ou Vincent Louis, c'est quoi pas leur secret, entre guillemets? Oui, il y a de la génétique, mais c'est quoi leur type d'entraînement? Parce que j'imagine que tu recrées, toi, un peu le même type d'entraînement. Hein? Ben,
Les deux, tant Vincent que Blumenfeld, ils font beaucoup, beaucoup de vélo, puis sont très, très forts en vélo, ce qui fait en sorte qu'ils sont capables de mieux encaisser des compétitions de triathlon pour être en mesure de mieux courir justement dans ça. Donc, je pense que c'est surtout ça. Leur force, c'est de bien, bien rouler, ce qui fait en sorte que ça impacte moins la course à pied. Donc, je pense qu'en améliorant justement mon vélo, ça va quand même m'aider grandement pour le futur. Oui, exactement. Ah ouais. Fait que aussitôt que tu gères mieux ton vélo, la course à pied est moins impactée. Oui, normalement, si tu maintiens ta course à pied, mais que tu es meilleur en vélo, tu vas être capable d'être plus frais, plus frais à l'arrivée de la course à pied, puis tu devrais être capable de mieux courir. Ah ouais. Puis en termes de gestion de vélo, c'est ça. C'est bon. C'est de connaître ton draftage, savoir quand ouvrir la machine, savoir quand ralentir, j'imagine. Ouais. Fait que d'analyser, j'imagine, ton parcours avant de commencer. C'est une chose que j'imagine que tu fais. Est-ce que tu fais de la reconnaissance, un peu comme Lance Armstrong faisait ses Tours de France? En fait, j'aimerais mieux ne pas être comparé à Lance Armstrong, mais. Ah non, mais non, c'était pas. C'était zéro ça. C'était vraiment à titre. Non, c'est ça. Il fait de la reconnaissance. On est là en avance, on regarde aussi les dénivelés avant même d'arriver sur le site. Donc, c'est sûr que je vais avoir passé quelques reprises sur le parcours avant d'y compétitionner. Ah ouais. Est-ce que vous. J'imagine qu'en équipe, pas en équipe, mais avec le Rouge et Or et tout, avant de partir, vous regardez les vidéos, vous regardez justement une grosse analyse avant d'arriver là-bas, puis vous vous préparez ainsi, peut-être, là? Oui, la plupart des compétitions, on regarde vraiment, OK, ça va être, le parcours va ressembler à ça, la température va ressembler à ça, puis on se prépare pour ce genre de course-là. C'est sûr qu'il y a des courses que tu dois avoir une plus grande préparation que d'autres, comme par exemple, on fait une course qui est à Huatulco au Mexique, qui fait toujours, je ne sais pas, 40 degrés, donc on doit s'habituer à s'entraîner à la chaleur, donc on passe du temps dans le lab comme un peu des rats de laboratoire avec une chaufferette qui vient te faire mal, qui pèse lourd sur le corps. Donc, à la fin, tu as sué genre 2 kilos. Tu es comme pas mal déshydraté, mais en même temps, on fait des tests comme ça. Ou sinon, en préparation, on a fait un camp d'entraînement qui était au Japon. Puis, on avait une nutritionniste sur place qui prenait pas mal de data sur c'est quoi notre niveau de sudation à une température X. Est-ce qu'on est capable d'ingérer plus d'eau, plus de liquide, puis plein de paramètres pour justement être en mesure d'avoir une meilleure idée. Performance. Oui, c'est ça, exactement. Ah ouais. Tu sais, ça, justement, tantôt, on parlait d'Ironman. Évidemment, à Kona, quand ils sont dans les champs de lave, il doit faire à peu près ça, 42, 43 degrés. Puis c'est une pratique assez courante, être dans une chambre d'air chaud. Ouais. Puis quand toi, tu vas au Mexique, comment tu gères la chaleur? Est-ce que ça va bien? Honnêtement, les dernières courses à la chaleur se sont quand même très bien passées. On dirait que pour moi, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Donc, quand je suis capable de ne pas trop subir le vélo, c'est souvent là que je suis capable de vraiment être en mesure de bien gérer une bonne course à pied après le vélo. Puis surtout quand il fait chaud, si tu dois boire 3 bouteilles, 2 bouteilles, il faut que tu les bois. Donc, c'est pas en les chuggant d'un coup. Puis, exactement. Donc, c'est vraiment de garder aussi en tête, OK, à ce stretch-là, je dois y aller, je dois boire, à celui-là aussi. Puis, essayer de te positionner aussi pour être en mesure d'accomplir ça. Là. Donc, la gestion de nutrition, moi, j'ai fait des ultras un peu dans ma vie. La course à pied, j'en ai fait pas mal. La nutrition, c'est tellement une science compliquée, là. Est-ce que tu as réussi à comprendre ta nutrition, toi? je suis assez chanceux quand même. Ma magnifique conjointe, elle est nutritionniste. Donc, elle a un bac et une maîtrise en nutrition. Donc, pour toutes mes questions
peu importe la question, elle va essayer de trouver plein d'articles scientifiques, elle va me donner une réponse vaguement précise, parce que c'est pas une science qui est exacte, puis on sait toujours, on sait pas... il y a plein de questions au final qui restent sans réponse, mais elle va être très très bonne pour essayer de répondre du mieux de ses capacités. Une bonne affaire. Hey, excuse-moi, c'est parce que là, je suis au chalet, puis t'entends-tu l'hélicoptère? Oui. Parce que j'étais au lac Saint-Joseph, là, il y a la Sopfeu à côté, puis il y a du monde pas mal riche qui ont des hélicoptères personnels. Fait que là, je pense qu'il est en train de se poser à côté. Pas pire, quand même. Bouge ça pas. Se prend bien. Attends un peu, va. Hey, là, c'était le bordel. Tu sais, il fallait que ça arrive maintenant, hein? On l'entend pas trop, c'est pas si pire. Ah, tu l'entends pas trop? Ben, c'est vraiment un pas peu. si pire. Un peu. OK, c'est bon. En tout cas, on va continuer. Mettons, on sait que t'es au lac Saint-Joseph et que t'as des voisins riches. Oh my God. Fait que Super League Triathlon, parle-moi donc un peu de ça. En fait, moi, j'ai eu une seule expérience. Puis, ouais. Ça se passait très bien jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui recule avec son vélo, que je fonce dedans, puis que ma course s'arrête. Ah, man. T'as dû être déçu, là. Ça a dû être un coup assez plate, là. Ouais, quand même, mais bon, honnêtement, le triathlon, c'est ça. Il y a beaucoup de bad luck qui peut arriver, puis le triathlon, au final, c'est un peu une game de overcome, donc tu sais, OK, qu'est-ce que je fais après que ça se soit arrivé, puis de juste mieux réagir, d'essayer de mieux réagir de fois en fois pour essayer de prévenir après ça, tu sais. Y a-t-il des pénalités quand ça arrive pour les personnes qui, justement, foncent dans d'autres bikes ou des pénalités de temps, mettons? Si c'est de façon volontaire, il y a assurément des pénalités, voire des disqualifications. Mais de façon involontaire, honnêtement, pas vraiment. Puis pas vraiment. Ça serait plate qu'il y en ait parce qu'au final, c'est pas nécessairement de ta faute. Là. Clairement. Je sais pas si je suis mieux de rentrer en dedans. Tu l'entends-tu encore? Un petit peu, mais c'est vraiment pas si pire. Hein. OK, parce que moi, ici, c'est quand même quelque Intense. chose. Hein. Ouais, Je pense qu'il fait un truc de survie. Hein. Ils ont descendu un câble pis tout. Écoute, bizarre. Bref, revenons à nos moutons. Tes objectifs futurs, ça ressemble à quoi? On le sait que là, maintenant, à cause du COVID, Tokyo a été annulé. Comment tu prends ça? Ça a été annulé pour cette année. Ça va être en 2021. Donc, honnêtement, je suis satisfait de cette décision-là parce que ça me laisse encore plus de temps pour me préparer. Puis d'essayer d'avoir ma place parce que je ne l'ai pas encore, puis c'est loin d'être fait. Donc, ça me donne plus d'opportunités justement d'essayer d'y arriver. Donc, de mon côté, je le prends assez bien. Je ne sais pas comment les autres Canadiens le prennent, mais de mon côté, je suis quand même satisfait de cette décision-là. Clairement, ça te donne un petit peu plus de temps à te préparer. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Là. C'est quoi les étapes pour te rendre jusqu'à Tokyo 2021? En ce moment, j'aimerais bien te donner une réponse, mais on n'en a pas. Parce qu'on t'as même pas eu de nouvelles à rien? On ne sait pas c'est quand les prochaines courses, on ne sait pas ce qui va avoir lieu, ce qui va compter. Donc, je pense que les fédérations sportives, tant au niveau provincial, national qu'international, ils sont tous en train de se creuser un peu la tête, se demander, OK, est-ce qu'on va réellement réussir à faire des courses à telle date, puis essayer d'adapter un calendrier en fonction de ce qu'on ne sait pas. C'est un peu compliqué quand même. Donc, actuellement, on n'a pas vraiment de réponse face à ça. Au moins, tu vas être capable de... Tu sais, là, l'été arrive, fait que là, tu es capable de rouler normalement, tu es capable de courir normalement et tu es capable de nager en eau vive. Fait que ça va déjà être un bon gain là, pour justement te préparer. On n'a pas de restrictions. Là. Non, effectivement, c'est un très bon gain. Puis, je suis vraiment content d'être à Québec plus longtemps que ce que je fais normalement. Donc, ça aussi, je pense que ça va être un bon gain. Là. Donc, normalement, je suis à l'extérieur du pays 9 mois par année. Donc, là, ça fait déjà ça fait quasiment 2 mois et demi que je suis de retour à Québec. Puis j'apprécie bien ce fait-là.
Tant mieux, c'est parce que tu peux, oui, voir ta conjointe, mais aussi t'entraîner avec tes teammates, avec l'université. C'est-tu un peu tout ça? Juste passer du temps en C'est pas mal famille. tout Puis... ça. Puis, tu sais, passer du temps pas dans ses valises, chez soi, c'est justement de gérer le projet immobilier qui tire à sa fin. En ce moment, on est au terrassement, à l'asphaltage, puis après ça, c'est fini. Donc, on est quand même satisfait de ça. Mais c'est aussi de pouvoir justement être là pour aider ma conjointe, qu'elle en ait un peu moins sur les épaules. Donc, c'est ça. Au jour le jour, là. Exactement. Comment tu as fait pour gérer tes projets justement immobiliers d'entrepreneur quand tu étais parti tout le temps? Heureusement, avec les téléphones, les ordinateurs, Internet, ça se fait assez bien quand même. La plupart du temps, j'ai pas nécessairement besoin d'être sur place. C'est sûr que le ménage ne se fait pas tout seul, donc ma conjointe, elle le fait souvent pour moi. Elle a besoin souvent d'aller au Canac ou au Rona pour aller chercher une pièce manquante ou des trucs comme ça, mais il y a beaucoup de trucs que je peux faire à distance. Donc, Ah ouais. Fait que ta blonde, dans le fond, est rendue entrepreneur général aussi, là. en gros, quasiment oui. Elle s'occupe souvent d'appeler des fournisseurs, des ouvriers, l'électricien, le plombier. Donc, elle fait beaucoup de choses, la petite Marika. Hey, hein? Ça, c'est, en plus d'être nutritionniste, elle est gestionnaire immobilière avec toi Ouais. qui est futur athlète olympique. Ça doit brasser chez les Lepage et je connais pas le nom Rancourt de famille Bouchard. de ta Rancourt Bouchard. Voilà. Bonjour Rancourt Bouchard. Ben voilà. Fait que c'est capoté. Hein. C'est un beau parcours, c'est vraiment hot. Fait que là, quand tu vas arriver aux Olympiques, tu vas tout péter. C'est l'objectif, en espérant que je puisse en faire. J'aimerais bien faire Paris aussi, donc on va voir Paris. où le vent me mène en 2024. Yeah, tu vois, je savais Puis, même pas que Paris, c'était déjà ouais, cet été. Ah ouais? ouais. Donc en 2024, ça va être les Jeux de Paris. Donc j'aimerais bien me rendre là. Je trouve que c'est le fun Ben, que c'est aussi une ville francophone. Donc voilà. tu n'auras pas de barrière de langue, rien. Non, aucune barrière de langue. Puis je suis capable d'avoir un bel accent française quand j'arrive là-bas. Donc voilà. Nice. Fait que là, c'est pas pire. Ça te donne quand même un 4 ans. Ça te donne quand même un bon gros 4 ans pour justement, encore une fois, arriver à cet objectif-là. Fait que tu as 2021, puis après ça, 2024, tu as deux belles chances de pouvoir participer aux Jeux olympiques. Oui, exactement. Puis, tu sais, en 2021, c'est loin d'être sûr. Puis, on ne va pas se le cacher qu'il y a d'autres athlètes qui sont super bons au Canada. Donc, si je vais aux Jeux en 2021, ça serait plus des Jeux un peu pour apprendre en tant que tel. Puis en 2024, vraiment plus pour performer, pour essayer d'avoir, je ne veux pas dire une D'essayer de faire un médaille, podium. mais Puis un mode... d'essayer d'avoir la meilleure performance possible puis d'être compétitif. C'est qui les autres athlètes québécois ou canadiens qui sont aspirants aux Jeux olympiques là, en ce moment en triathlon? En ce moment, je dirais on est trois à se battre pour 2 à 3 positions, pour 2 à 3 spots, qui risquent d'être probablement plus 2 que 3. Donc, il y a Tyler Mislachuk, que lui, son but, c'est de gagner probablement les Jeux olympiques en 2021. Puis il y a Matt Sharp et moi qui se bat aussi pour avoir un spot sur l'équipe. Tyler Mislachuk, lui, c'est quand même lui, il a quel âge, lui? Il commence à avoir... Il a de l'expérience quand même, le Il y a gars. 25 ans. 25 ans? On est OK. on est nés en 1994, les deux. Ah, Euh, ouais. mais Tyler, c'est du talent brut. Donc, Ah, il ouais, tant que n'aime ça. pas ça quand on dit qu'il est talentueux, mais il est vraiment très, très talentueux. Puis, il travaille très, très fort aussi. Mais il a une bonne génétique. Il connaît bien aussi les parcours. Il connaît bien son corps. Il sait quoi faire, quoi ne pas faire. Puis, il est vraiment... il est très, très bon. En 2016, à Rio, c'était le plus jeune, justement, triathlète qui était sur la ligne de départ. Ah, ouais. Ouais.
il a une bonne gestion et une bonne connaissance de son corps. Oui, exactement. Ah ouais. Puis Sharp, lui, je le connais un peu moins. Oui, lui, il vient de Victoria, en Colombie-Britannique, puis il doit avoir 20, je dirais 28, 29 ans. OK. Puis c'est vraiment un très, très bon athlète. On se ressemble vraiment, en fait, en termes de grandeur. Je pense que lui, il est 1 centimètre de plus que moi. Puis quelques kilos de plus, mais on a comme la même morphologie, donc on est souvent très très proches justement aussi dans les compétitions. Là. Donc Ah ouais, c'est vrai? on n'est pas né avec juste du talent, on a travaillé fort aussi, puis on a la même carrure, donc on est souvent très proches l'un de l'autre. Est-ce que vous êtes en communication, les 3 athlètes canadiens? Est-ce que vous parlez régulièrement? Ben, en fait, on s'entraînait ensemble jusqu'à tout récemment, pré-COVID. Donc, Ouais. c'était des bons partenaires d'entraînement. Ah ouais. Ben, c'est sûr que c'est des bons partenaires. Vous êtes les meilleurs au Canada. Ouais, ben, il y a Est-ce- aussi à Québec, il y a Charles Paquette qui est très, très bon aussi. Là. Donc, je pense que c'était en 2016, il a été deuxième au championnat du monde junior. Donc, c'est quand même un athlète qui est super bon, qui évolue aussi avec le club du Rouge et Or Triathlon avec Pierre-Yves Gigoux. Avec Comme vous autres. ouais. Ah ouais. Est-ce que tu compétitionnes? Est-ce que tu compétitionnes ou compétitionnerais dans des courses locales? Est-ce que tu en as déjà fait? Ici, Oui, mettons du Chêné ou Charlevoix ou. j'ai déjà fait Charlevoix, j'ai déjà fait des courses comme celle à la base de plein air de Sainte-Foy. Donc, c'est plus nécessairement dans mon calendrier autant que ce l'était avant. Mais ça m'arrive de courser de temps en temps, oui. Si J'aime c'est. bien en fait courser ici parce que tu n'as aucun ou très peu de stress. Tu es capable d'essayer de nouvelles choses pour essayer de les mettre en application plus tard. Puis des fois, il y a des petites bourses intéressantes. Intéressante. Nice. Est-ce que si, mettons, le COVID nous le permet, est-ce que ça serait le genre de choses que tu viendrais faire avec nous? Tu viendrais-tu essayer des Assurément. petites. Ah ouais, t'aimerais ça? Oui, oui. Oui, Ouais? parce qu'au final, on doit quand même s'entraîner fort. Donc, faire un triathlon, c'est très spécifique à faire un triathlon ITU au final. Donc c'est sûr que j'aimerais bien en faire. Là. OK, nice. Parce que là, moi, si t'es là, je m'inscrirai pas, là, parce que j'ai plus de chance, là. Non, j'avais pensé faire le triathlon Esprit à Montréal, là, ce qui Ouais. paraissait hot, là. Demi, tu Ouais. l'as-tu déjà fait, lui, ou c'est trop long encore? Je pense que je l'ai déjà fait, mais je suis pas certain. T'en souviens J'ai plus? fait esprit. Ben, c'est parce que ça fait quand même je pense que ça fait 16 ans que je fais du triathlon ou 15 ans que je Ouais, fais du c'est ça, ça fait triathlon. un bout, hein? T'en La fais trop dans une du année, là. triathlon, ben, ça ressemble à 20 par année quasiment. Donc, Ouf! là, peut-être pas cette année, Non. mais en général, c'est environ 20 triathlons par année. Donc, Quand même, hein? là, à me souvenir, tous les triathlons que j'ai fait. 20 par année, c'est pas mal en termes en termes de repos. Tu es quasiment tout le temps en train de te reposer. Tu fais un tri. Tu as peut-être Ouais, 2 semaines et demie, 3 semaines de repos. Pouf, tu en as un autre. Tac, 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 tac. la plupart du temps, on fait comme des blocs. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir 5-6 triathlons à chaque fin de semaine pendant 5-6 semaines. Puis après ça, tu as comme un mois ou 2 mois sans triathlon pour là, te préparer, puis continuer, puis faire ça quelques fois. Puis nous, notre saison est assez longue quand même. Quand tu les enchaînes comme ça, quand tu en as 5-6 de suite, j'imagine que tu te dis, OK, celui-là, je vais prendre ça plus mollo, je vais mentir, ça va être tranquille. Ah, celui-là, par contre, la semaine 3, ben, lui, je vais gonner. Semaine 4, ça va être plus tranquille. T'as-tu une stratégie comme ça un peu ou tu y vas all out tout le temps? Ben, c'est sûr qu'il y a des courses qu'on se prépare un peu plus que d'autres. Mm-hmm. Sont plus Donc, importantes. c'est ça. On y va avec le calendrier. On se dit, OK, ben, ça, c'est une course A, une course B, une course C. Puis là, ben, on met plus d'emphase sur les courses A que les courses C. Mais au final, quand tu fais une course, tu y vas. C'est difficile de se retenir, là. Ouais, c'est ça. Clairement. Eh bien, Alexis, écoute, je vais te laisser aller faire ta gestion immobilière. C'est bon. J'aimerais te remercier énormément d'avoir pris du temps
de parler avec moi. J'espère que tu as apprécié. Yes, Puis, je vais te souhaiter la meilleure des chances, le meilleur des succès pour le futur. Puis, je pense que tout le Canada et tout le Québec est derrière toi, mon gars. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Salut, bye. Salut.